22 mars 2025. Peuple du monde libre, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Vous êtes bien sur Gandhi Malien TV. Comme d'habitude, nous sommes accompagnés de notre confrère, notre collègue, l'expert Michael, depuis Moscou. Nous allons aujourd'hui intervenir sur divers sujets d'actualité, partant de la libération de Kursk à l'attitude des Européens dans ce cadre des négociations russo-américaines et d'autres secteurs aussi de l'actualité. Nous allons essayer de toucher à tout. Et pour cela, vu que ça concerne en grande partie la Russie et le monde qui est en train de se libérer, nous sommes avec Michael, qui nous avait manqué, ça faisait un moment. Michael, bonjour et bienvenue. Bonjour général, bonjour cher public, bonjour Afrique et monde libre. Oui, malheureusement, ça a fait quelque temps depuis notre dernière émission, mais nous nous retrouvons encore une fois lors de cette émission pour parler des actualités les plus pertinentes. Et bien sûr, aujourd'hui, je crois que chaque personne qui s'intéresse aux politiques suit de très près ce qui se passe dans les négociations entre le président Poutine et le président Trump en ce qui concerne la situation avec l'opération militaire spéciale. Donc, effectivement, ça va faire un sujet de notre émission et je crois que ça va vous donner quelques idées, quelques détails de ce qui se passe. Merci, Michael. Euh, D'ailleurs, la première question, nous voulons savoir, parce que la libération de la libération de Kursk a été tellement rapide, ça a été très très rapide, nous pouvons dire ainsi. Que peut-on dire de cette libération très très rapide, surtout une ville comme Souja qui a été libérée comme on va dire, en quelques clics de main. Cette rapidité est dite à quoi? Essayez de nous expliquer un peu davantage, parce que nous suivons la situation de très très loin. Vous êtes un récit, vous pouvez nous dire davantage. Euh, oui, finalement, on peut dire que la région de Koursk est presque libérée. Il ne reste quelques kilomètres de la zone frontalière, d'où il faut pousser les soldats ukrainiens restants là-bas. Malheureusement, nous ne pouvons dire que c'était rapide. Une partie de la région de Koursk a été occupée par les troupes ukrainiennes depuis août 2024. Leur offensif était euh, très inattendu, très rapide. Tout ça grâce à une concentration inédite des troupes, des armements, des ressources dans la région de Soumy, qui est la région limitrophe de la région Koursk. Euh, les forces armées ukrainiennes ont dû euh, utiliser les soldats d'autres régions, d'autres zones des hostilités, ce qui a permis cette rapidité de l'offensive
Et malheureusement, ça nous a pris quelque temps à libérer cette partie de la région Kursk. Mais si on parle de cette opération de Souja, ça a été vraiment, effectivement, très rapide, très effective, très inattendue, ni par le public russe, ni par les troupes ukrainiennes, ni par le régime de Kiev. Euh, Ça nous a pris aussi quelque temps pour libérer cette région parce que de toute façon, c'est la population russe, la population civile qui habite dans la ville, qui n'a pas été autorisée par les forces armées ukrainiennes de quitter la zone des hostilités, ce qui a un peu restreint les forces armées russes à mener les activités dans la région. Cette rapidité est expliquée d'une manière simple d'un côté et d'autre côté, euh, c'est aussi inexplicable. Grâce à, aux soldats russes, à nos soldats russes qui ont élaboré l'opération de prise de ville de Souja. Euh, Nous avons pu reprendre cette ville très vite, euh, très efficace. Et ça, on a fait ça avec le pipeline qui n'est pas utilisé depuis que l'Ukraine a refusé à assurer le travail de système gazotransport pour la vente du gaz en Europe. Donc, ce pipeline d'un diamètre mètre 40 centimètres n'est plus utilisé. Il n'y a pas du gaz dedans. Et ce pipeline se trouve dans la ville de Souja. Une partie de ce pipeline et c'est avec ce pipeline que 800 soldats russes ont pu percer les lignes de défense d'ennemis, d'entrer le centre-ville de Souja et vite disperser le garnison ukrainien de la ville, de les partiellement euh, annihiler et de les partiellement euh, prendre en tant que prisonniers de guerre. Ça a provoqué une grande panique dans les rangs des forces armées ukrainiennes, ce qui a résulté dans une fuite des soldats ukrainiens sans contrôle et avec l'armée russe qui les continuait à repousser de la région de Kursk. Tout ça a résulté dans une opération euh, de libération de région de Kursk qui a été
vraiment vite et efficace. Ouais, Michael, vous avez bien décrit cette rapidité, cette efficacité, mais certains médias occidentaux avancent l'idée d'un accord entre Donald Trump et le président Poutine qui aurait facilité la libération des courses. Que vaut cette hypothèse? Euh, Malheureusement, tandis que j'entends les médias occidentaux euh, stipulent, les médias occidentaux supposent, les médias occidentaux disent, euh, je comprends avec une sûreté de 99% que c'est une soit diffamation, soit un simple mensonge. Si c'était la réalité, s'il y avait un accord entre le président Poutine et le président Trump, pourquoi envoyer 800 soldats via ce pipeline? Pourquoi perdre? Pourquoi les perdre, les soldats, les troupes russes qui s'occupaient de libération de la région de Kursk? Hum, Pourquoi gaspiller les munitions, les armements euh, juste pour faire des prétences? Non, non. Ça, c'était une opération du commandement russe. Ça, c'était le travail des soldats russes et c'est seulement eux qui ont assuré le résultat que nous avons aujourd'hui, la région de Kursk libérée. C'est ça. Et pas un accord, une entente entre président russe et président américain. Ah Comme oui, toujours, c'est un mensonge de la part des médias occidentaux. ah oui, effectivement, pour aborder dans le même sens que vous, si vraiment ça a été un arrangement, est-ce que les Américains vont accepter que dans le cadre d'un arrangement, qu'ils perdent des blindés et que leur technologie des chers Abraham soit saisie et détruite, même si nous savons que de tels engins avaient déjà été saisis. D'ailleurs, lors de notre voyage à l'invitation d'Africa Initiative, nous avons visité beaucoup d'équipements militaires des Occidentaux qui ont été saisis sur le théâtre d'opération par les Russes. Est-ce un arrangement? Les Américains vont laisser euh, perdre certains de leurs blindés? Vont-ils permettre que beaucoup de mercenaires impérialistes soient encerclés dans la région de Kursk? Cela est un non-sens, mais puisque des journalistes, certains journalistes sur certains médias occidentaux disent ce qu'ils ont à raconter. Mais Michael, si nous nous dirigeons un peu, nous quittons la région de Kursk pour aller du côté de Belgorod. La région de Belgorod semble de plus en plus instable. D'après ce que nous avons suivi sur les médias, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe réellement à Belgorod? Euh, Comme l'opération de régime de Kiev, l'opération de prise de la région de Kursk, nous le voyons maintenant avec clarté, a été gâté. C'est fini, c'est terminé. Le régime de Kiev, Zelensky, essaye maintenant d'occuper de toute façon, de prendre euh, un quelconque village, une quelconque territoire russe qui fait partie de notre pays avant 2022 pour
montrer à leurs investisseurs européens, américains, que non, les forces armées ukrainiennes peuvent toujours mener cette guerre. Les forces armées ukrainiennes sont pleines de force, pleines de soldats, des opportunités, des idées, et elles peuvent et veulent continuer cette guerre parce que c'est seulement ça qui assure le pouvoir et le financement plus ou moins stable du régime de Kiev. C'est pour ça qu'on attend parler de l'attaque sur la région de Belgorod. Ils ont plusieurs fois déjà la bombardée, l'a attaquée avec les armements lourds et drones kamikazé. Euh, qui sait, peut-être ils vont essayer de rassembler les ce qui reste des troupes ukrainiennes qui ont été dans la région de Kursk, les donner quelque temps à se rétablir, les agrandir par quelques autres bataillons des forces armées ukrainiennes et peut-être ils vont les envoyer pour attaquer un village, pour prendre un village dans la région de Belgorod. Mais ça, c'est plus qu'évident, euh, soit pour les analystes tels que nous sommes, soit pour le commandement de l'armée russe. Et je suis sûr, je le connais, que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour avertir un tel offensif. Donc, vraiment, pour le moment, tout est calme, tout est plus ou moins tranquille. Il n'y a pas de soldats euh, ukrainiens dans la région de Belgorod. Et ceux qui veulent l'attaquer, ceux qui veulent l'occuper, euh, subissent des fortes pertes parce que vraiment, comme l'a dit président Trump à plusieurs reprises, des milliers de soldats ukrainiens avec ces bêtises, ces folies de Zelensky, milliers de soldats ukrainiens perdent leur vie chaque jour. C'est ça la triste réalité. Ok, Michael, donc si nous comprenons, si nous devons résumer, Zelensky a besoin de prendre une portion du territoire russe pour d'abord rassurer ses parents qu'ils peuvent continuer à l'appuyer. Peut-être peut-être dans ses rêves de croire à un échange de territoire, mais vous nous confirmez qu'aujourd'hui, actuellement, au moment que nous enregistrons cette émission, il n'y a pas de troupes ukrainiennes dans la région de Belgorod. Vous confirmez cette information? Oui, les euh, forces armées ukrainiennes ont essayé de percer euh, la région de Belgorod, de euh, percer la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Il y avait plusieurs groupes
euh, de un renseignement et sabotage, mais tous ces groupes, ils étaient quatre ou cinq, si je ne me trompe pas, tous ces groupes ont été détruits par les forces armées russes et jusqu'au présent, les forces armées ukrainiennes ne contrôlent aucun mètre carré du territoire russe dans la région de Belgorod. Merci. Mais par de tels faits, tels agissements, ces actions de Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il est en train de freiner volontairement les négociations autour d'un cessez-le-feu? Est-ce qu'il y a des signes qui vous poussent à croire que Zelensky fait tout pour saboter un accord, en tout cas des discussions potentielles autour de cessez-le-feu? Euh, Si vous me le permettez, Général, je vais vous corriger. Il n'essaye pas de saboter les pourparlers, Mhm. le projet de la paix. Il essaye de le briser, de le détruire. Ah, ok. Parce que ce qu'il fait, c'est pas du sabotage. C'est vraiment, en effet, la continuation de la guerre, des hostilités, les forces armées ukrainiennes en quittant en panique la ville de Souja ont de toute façon miné le pipeline russe qui a été utilisé pour fournir l'Europe en gaz. Il y avait quatre pipelines, deux pour l'Ukraine et deux pour l'Europe. Les forces armées ukrainiennes, en quittant la ville de Souja, ont explosé les deux pipelines utilisés à l'époque pour fournir les pays européens en gaz. Et ça, c'est après les pourparlers de président américain Donald Trump avec Zelensky et avec président Poutine, après que les deux parties, soit russes, soit ukrainiennes, et la partie américaine, en tant que médiateur, négociateur, sont tombés d'accord que les objets d'infrastructure énergétique sont intouchables. Ils ne peuvent pas être cibles pour les forces armées des deux parties belligérantes. Tout le monde a vu ça, tout le monde a entendu ça, tout le monde a lu ça dans les articles, que ce soit des médias occidentaux, que ce soit des médias orientaux, si on peut dire, si on peut mettre ça comme ça. Et après ça, les forces armées ukrainiennes font un tel démarche. Oui. Est-ce que c'est du sabotage? À mon avis, c'est pas du sabotage, c'est juste la continuation de la guerre. Et c'est ça dont Zelensky a besoin. Il proclame chaque fois, quand il a cette possibilité, que c'est la Russie qui veut continuer la guerre. C'est la Russie qui ne veut pas un cessez-le-feu. C'est moi qui veux mettre fin à cette guerre, à ces hostilités, aux morts des soldats ukrainiens, dit Zelensky. Mais en réalité, c'est Vladimir Poutine qui a détruit cette drone déjà lancée pour attaquer les objets d'infrastructure énergétique d'Ukraine après qu'il a donné sa parole à Donald Trump que ces objets
sur le sol ukrainien ne vont pas être attaqués. Immédiatement, il a ordonné ça au commandement de l'armée russe. Immédiatement, cette commande a été effectuée et les drones déjà lancés ont été détruits, neutralisés. Ah, Zelensky, après avoir dit d'accord, pas de frappe sur l'infrastructure énergétique, détruit de pipeline de gazoducs et attaque plusieurs usines euh, de rectification du pétrole. C'est pas du sabotage, ok, c'est la continuation de la guerre. ok, Encore une fois. ok. Il tient absolument à continuer la guerre, à ne pas mettre fin à la guerre. D'ailleurs, le président Trump lui disait qu'il est en train de jouer à une troisième guerre mondiale, de jouer avec le feu et qu'il n'est pas d'avis avec lui. Mais visiblement, je pense qu'il est en train de dribbler tout le monde. Donc, il continue. Donc, Michael, juste une question de précision. Vous avez dit qu'il y a quatre gazoducs, hein, c'est-à-dire les pipelines là, quatre gazoducs, mais qu'il y a deux qui ont été détruits. Les deux qui ont été détruits, ce sont les gazoducs qui font transiter les gaz pour l'Ukraine ou bien pour l'Europe. Pour l'Europe, Ah, les pour deux l'Europe. gazoducs qui ont été utilisés pour fournir l'Ukraine, le Kiev, en gaz, sont parfaitement en condition à travailler. Ils ne sont pas touchés, ils, ils sont saufs et sûrs. Ce sont les gazoducs européens qui ont été détruits. Ok, ça se comprend. C'est là son poids en géopolitique. Nous savons qu'il veut coûte que coûte couper certains pays tels que la Hongrie, la Slovaquie qui ne veulent pas entrer dans son jeu. Mais la cinquième question. Nous, Belgorod, d'accord, ils ont été contrés, mais nous suivons des mouvements militaires. Notamment, il y a beaucoup de mouvements militaires signalés du côté des Zaporizhzhia, où il y a cette grande centrale nucléaire. Et puis, il y a des mouvements militaires aussi du côté de Pokrovsk. Il y en a un peu partout. La ligne de front s'étale sur plus de 1200 km. Mais il y a d'intenses mouvements militaires au niveau des Zaporizhzhia et au niveau de la localité de Pokrovsk. Quelle, quelle est la situation au niveau de ces deux fronts? Si on prend la région de Zaporozhye, l'armée russe a déjà percé deux lignes de défense des forces armées ukrainiennes. En somme, il y en a trois. Donc, deux tiers de travail sont déjà effectués. Et c'était des lignes de défense très très bien préparées, échelonnées, vu que les Ukrainiens ont eu du temps à faire ça. Et maintenant, après avoir percé ces lignes de défense, l'armée russe se dirige vers la région de Dnepropetrovsk, l'une des régions les plus peuplées, les plus riches, les plus développées. Au moins, c'est ce que nous avons eu avant la dissolution de l'URSS et avant le commencement de cette guerre. En ce qui concerne la localité de Pokrovsk, les Ukrainiens ont essayé et ont organisé une contre-offensive
mais ils ont échoué. Ils ont échoué. C'était pas simple. Il faut dire que de toute façon, j'appelle jeudi les forces armées ukrainiennes, les soldats ukrainiens, les troupes ukrainiennes. Mais en effet, ce sont des Russes. Ce sont des gens russes. Euh, Ce sont les Russes euh, qui se battent des deux côtés. Malheureusement, avec la propagande occidentale, leur meilleur armement, ont pu diviser notre peuple, faire naître des différends entre la population russe de la Russie et la population russe de l'Ukraine. Et il y a des gens qui ont des cerveaux lavés, qui participent dans ces hostilités du côté de l'Ukraine. Donc, mais de toute façon, notre armée russe, a pu repousser le contre-offensif de Pokrovsk et avec la situation euh, dans lequel se trouvent les forces armées ukrainiennes, ils n'ont pas juste des moyens, des ressources humaines à lancer un autre contre-offensif à Pokrovsk ou dans d'autres localités sur la ligne de front. Oui. Michael, après avoir parlé des volets militaires, nous venons de voir un peu partant. Nous sommes partis de Kursk vers Belgorod et puis nous sommes ensuite redescendus vers Zaporizhie, puis Pokrovsk. Maintenant, parlons un peu de la diplomatie. Michael, en Arabie Saoudite, il y a des pourparlers, plusieurs rounds de pourparlers. Pensez-vous que ces pourparlers peuvent déboucher sur une question de paix durable? Ou vous pensez, en tant qu'analyste, dans votre pot d'analyse, ou c'est tout simplement une manœuvre diplomatique de plus, ou réellement on peut espérer avoir un accord de paix durable, Euh, Nous espérons une paix durable. Nous croyons dans une paix durable et nous travaillons pour une paix durable, pas un armistice, pas un cessez-le-feu qui va juste donner du temps pour se rétablir aux forces armées ukrainiennes et aux pays européens. Parce qu'un armistice ou un cessez-le-feu, ça va juste être une ouverture à une guerre encore plus cruelle, encore plus sanglantante, ce qu'on appelle à une troisième guerre mondiale. La volonté du président américain, la volonté des négociateurs américains que nous avons vus manifester pendant ces négociations
en Arabie Saoudite et avec cette visite de Steve Witkoff à Moscou, nous voyons vraiment une volonté à mettre fin à cette guerre, à, hum, à réhabiliter les relations russo-américaines, à relancer, rétablir les liens économiques entre nos deux pays. Euh, et bien sûr, de notre côté, nous acceptons cette volonté de la partie américaine, mais ils doivent, et surtout l'administration Trump et Trump lui-même, ils doivent vraiment mettre pression sur Zelensky, sur ce régime de Kiev, parce que nous pouvons traiter très vite, très rapidement, très efficacement avec les négociateurs américains, nous pouvons tomber d'accord sur 100% des questions, sur 100% des conditions de la Russie et de l'Amérique. Mais si c'est le régime de Kiev, Zelensky qui ne sont pas d'accord, qui refusent de respecter ces accords futurs, ces obligations à venir, ça va pas marcher, ça va pas aller, ça va pas travailler malheureusement parce que euh, à la fin, c'est pas Donald Trump qui envoie les gens tuer nos soldats, tuer notre population civile. Malheureusement, c'est Vladimir Zelensky, c'est Syrski, le commandant d'état-major des forces armées ukrainiennes. C'est le ministre de Défense et tous les autres de ce régime de Kiev qui euh, ordonnent les forces armées ukrainiennes, qui envoient les Ukrainiens et les Russes de l'Ukraine à mourir dans cette guerre. Euh, Peut-être les États-Unis ont des moyens à changer le président dans un cas d'un cessez-le-feu partiel. Peut-être on pourra parler d'organisation des présidentielles en Ukraine où Zelensky va quitter le poste et nous verrons un autre président qui va être mieux contrôlé par l'administration américaine, euh, euh, par l'administration américaine actuelle, et qui pourra euh, respecter et effectuer les obligations de l'Ukraine. Euh, Malheureusement, nous avons aussi le côté, la partie, la contribution de l'Europe qui est très belligérante pour le moment, même avec
les initiatives pacifiques du président américain. Il continue à parler d'une guerre, il continue à parler du déploiement des euh, troupes européennes sur la ligne de front en Ukraine. Ça, ça peut aussi poser des problèmes aux négociateurs à finalement tomber d'accord. Mais je crois de toute façon que c'est la volonté du président russe et du président américain qui est l'essentiel, qui est nucléaire dans cette question. Euh, Sans cette volonté, on ne peut pas parler d'une paix durable avec cette volonté, même vu toutes les circonstances, tous les obstacles. On peut espérer hum, arriver à une paix durable. Donc, pour un peu résumer ma Mhm, réponse, qui a pu être un peu longue, mhm. c'est la pression du président Trump sur ses homologues européens, sur Zelensky et son régime à Kiev, qu'il doit mettre pression pour qu'il tombe d'accord avec la position de Russie, avec les conditions de Russie. S'il n'y a pas ça, malheureusement, il sera difficile de parler d'une paix durable. Ok. Michael, toujours dans l'optique, hein, dans cette quête de paix durable, le président Trump et le président Poutine se sont parlé au téléphone. On nous dit qu'une rencontre est même imminente. Une rencontre est évoquée entre les deux présidents. Et cette rencontre, elle est imminente. Et que pouvons-nous attendre concrètement de cette rencontre? Euh, Nous l'espérons, nous espérons voir dans un délai assez court, peut-être même dans 1 ou 2 mois à venir, cette rencontre, cette réunion. Mais malheureusement, ou pas malheureusement, c'est la réalité telle qu'elle est. L'organisation de cette rencontre va dépendre du déroulement des pourparlers entre les négociateurs russes et les négociateurs américains. On peut deviner que la partie essentielle, le thème essentiel de cette réunion, ça va être la termination du conflit en Ukraine, comme c'est l'un des sujets les plus actuels, les plus aigus de nos relations bilatérales. Mais si les négociateurs n'arrivent pas à un progrès
considérable, un résultat considérable. Euh, je ne vois pas vraiment la raison pour les deux présidents de se réunir. Ils doivent accepter, approuver les résultats des séances des travaux de leurs négociateurs. Ils ne vont pas trouver toutes les formulations, euh, tous les mots à mettre dans des déclarations, dans des accords, dans des communiqués eux-mêmes. Donc, cette réunion doit être euh, précédée par un travail considérable des négociateurs des deux parties. Mais quand elle va avoir lieu, je crois que ça va faire progresser d'une manière immense ces négociations, que ce soit sur la question de l'Ukraine, que ce soit sur la question des relations bilatérales de Russie et des États-Unis. Euh, Ok. donc, voyons, Oui. Miguel, vous nous recevez? je vous reçois parfaitement. Ok. Euh, pour aller assez rapidement, il nous reste encore deux questions. Pour comprendre, pour cerner tous les contours de l'actualité internationale du moment, en tout cas l'actualité entre la Russie, l'Europe et puis les États-Unis. Volodymyr Zelensky, nous savons que lui, il est simplement en mission. L'Union européenne, après avoir parlé des États-Unis, de la Russie, tous les pourparlers, après avoir parlé de cette attitude belliqueuse, guerrière de Volodymyr Zelensky, il est soutenu par les Européens. Donc nous voyons que les Européens, dans leur grande majorité aujourd'hui, en tout cas les dirigeants européens, sont hostiles à la Russie, à l'exception de la Hongrie. Comment expliquer cette position isolée de Viktor Orban? Pourquoi lui ne parle pas de la même voix que les Européens? C'est quoi les problèmes entre Européens? C'est-à-dire d'un côté Viktor Orban et sans doute peut-être Robert Fico aussi de la Slovaquie, mais de l'autre côté les autres dirigeants européens. Comment vous expliquez cette position isolée ou bien cette position très prudente de la Hongrie, de la Slovaquie vis-à-vis de l'autre bloc européen? Merci d'avoir ajouté Robert Fico, le dirigeant actuel de la Slovaquie, parce qu'il fait aussi un parti de l'Europe intelligente, sage, qui parle de termination du conflit, qui parle de la reprise des relations avec la Russie. Si nous parlons du gouvernement pan-européen, de la Commission européenne et des dirigeants de presque tous les pays européens, euh, ils ont trop été dans l'optique anti-russe. Leur rhétorique a trop long été anti-russe.
pendant depuis 2014, depuis la réunification de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol avec la Russie, dont nous avons fêté l'anniversaire le 18 mars, euh, l'11e anniversaire de cette réunification. Euh, Ils ont expliqué presque tous les problèmes euh, par l'ingérence des Russes, par le poids économique de la Russie, puis par les effets de la guerre en Ukraine, du conflit en Ukraine. Vous avez l'énergie dont le prix a triplé, quadruplé au cours de dernières années, mais ce sont Russes avec leur guerre. Vous avez, hum, par exemple, des produits alimentaires que vous ne pouvez plus acheter parce que votre salaire reste le même, mais les prix sont montés 10 fois que vous avez il y a 5 ans, mais ce sont des Russes avec leur guerre en Ukraine qui causent tout ça, qui sont la racine de ces problèmes. Vous avez les usines en Allemagne, en France, qui sont fermées. Vous avez des milliers, même des dizaines de milliers des ouvriers qui sont limogés, mais ce sont des Russes. Ce sont des Russes. Et si vous répétez pendant plus de 10 ans que ce sont des Russes qui sont à la base de tous vos problèmes, est-ce que vous allez utiliser quelque autre excuse, quelque autre explication pour n'importe quel problème que vous avez? Oui. La population européenne n'est pas toujours dupe. Nous voyons même en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, les démonstrations des gens qui sont mécontents de la situation économique dans leur pays, sur leur continent, et ils comprennent plus ou moins que c'est pas la Russie qui est à l'origine de ces problèmes. Ce sont des décisions de leur propre gouvernement, que ce soit actuel, que ce soit ancien, qui est à la base, qui est la racine de ces problèmes. Mais de toute façon, les mauvais Russes, les terribles Russes, avec leur guerre, c'est toujours une très bonne excuse qu'on n'oublie pas, très simple, qu'on n'oublie pas facilement. C'est une excuse qu'on va entendre des bouches des politiciens européens pendant quelques années encore, je crois. Pendant quelques années encore. OK. Le temps nous en dira beaucoup plus. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Michael, nous reste juste une dernière question. Si vous pouvez répondre peut-être en 2 ou 3 minutes. Cette dernière question, parce que le monde actuel, il y a tellement de conflits, tellement de mouvements, et les gens sont un peu perdus, les gens sont inquiets. Selon vous, de l'œil d'un analyste averti,
Doit-on nous préparer à une guerre de longue durée, à ce qui se passe entre l'OTAN et la Russie en Ukraine, ou tout simplement vous pensez que les vrais premiers signes de la fin de la guerre sont en train d'apparaître? Nous avons discuté beaucoup de sujets, beaucoup de questions sous différents angles. Et je crois que, cher public, peut déjà deviner ma réponse après avoir écouté cette émission. Euh, Malheureusement, il faut le craindre. Il faut le craindre parce que, un, nous n'avons pas la volonté du régime de Kiev, la volonté à mettre fin à cette guerre, à ces hostilités. Chaque convention, chaque accord auquel on arrive, il est saboté, il est diminué, il est brisé et détruit. La deuxième question, c'est la position de l'Europe. Euh, Bien sûr, le temps euh, est nul sans la participation, sans l'implication active des États-Unis en tant que toujours la première puissance économique mondiale. Mais de toute façon, nous entendons parler maintenant d'une Union européenne de défense qui ne va pas faire partie de l'OTAN. Donc, on parle des organismes, des organisations euh, alternatives à l'OTAN. Et bon, ça va servir à quoi? Les États-Unis aujourd'hui refusent de euh, continuer l'aggravation du conflit avec la Russie. Ils refusent de participer dans l'OTAN si les pays européens ne payent pas leur contribution et les États-Unis disent que euh, les États-Unis ne vont pas aider l'Europe en cas du conflit militaire direct avec la Russie. Donc, l'Europe cherche des moyens à le faire, à faire conflit avec la Russie elle-même. Nous allons voir peut-être les diplomates russes, les diplomates d'administration Trump vont pouvoir apaiser, calmer ces voix belligérantes dans l'Europe, mais pour le moment, il y a une éventualité de continuation de cette guerre, mais maintenant à la charge de l'Europe seule. Mais espérons la paix. C'est euh, comme on dit en russe, c'est l'espoir qui euh, meurt le dernier et il faut toujours espérer et prier pour la termination de ce conflit, pour mettre fin à ce massacre. Merci beaucoup, Michael.
espérons la paix, vive la paix, une paix durable. Et ceux qui ne veulent pas de la paix peuvent sans doute interroger Napoléon, interroger l'histoire, interroger Napoléon, interroger Hitler. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Est-ce c'est prudent de se croire toujours plus fort que les autres, de vouloir dominer les autres? Sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission. Michael, votre mot de la fin? Merci beaucoup, cher public de l'Afrique libre, du monde libre. Merci beaucoup à mon co-animateur de cette émission, cher général. Je crois que nous avons bien décortiqué le sujet que nous avons choisi pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné une image plus claire, plus objective, plus détaillée de ce qui se passe dans le monde. C'est notre tâche. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous remercions, Michael. Le cher public, ensemble, nous avons suivi les explications de Michael, notre confrère depuis Moscou. Nous sommes partis de Kursk jusqu'à Belgorod. Ensuite, c'était Zaporizhzhia, puis Pokrovsk. Puis nous sommes allés sur le front diplomatique. Qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? Nous avons un peu parlé de la position européenne. Pourquoi la Hongrie, la Slovaquie aujourd'hui font exception? Nous avons décortiqué tout cela et nous sommes projetés aussi dans un avenir. Nous sommes convaincus, Michael et moi, et sans doute vous qui nous suivez, que rien ne vaut la paix. Et tous ceux qui se sont toujours opposés à la paix, qui sont montrés très belliqueux, n'ont pas échappé au destin fatal de Napoléon, d'Adolf Hitler. Nous espérons que nous vivrons dans un monde apaisé, très calme, une paix durable. Merci beaucoup, cher peuple et du monde libre. Merci à vous et à très bientôt pour un autre numéro dans l'émission Les mots de Michael. Merci.